Donc, j'ai effectivement fini la première présentation générale que je voulais faire avant le moment ethnographique de Georges. Donc, je donne la parole alors. Oui. J'ai fini sur ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Disons, je pense que je prends la voie de la spontanéité parce que le concept de dérangement m'amène à ma trajectoire. De quelle manière? Je pense qu'il y a un concept que j'ai développé. Je dois dire que j'ai créé une approche qui s'appelle Contact pour la créativité dans l'année 89 à Mexico. Et un des concepts que j'ai mis en place s'appelle intervention douce et subtile. Ça veut dire que... c'est pas très loin. Oui, non, mais pour moi, c'est une espèce de critique par rapport, disons, c'est une autre manière de voir les concepts de dérangement. Parce que là c'est un concept au service du groupe. Ça veut dire que c'est un concept qui aide à donner de la force au groupe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce que j'appelle les contacteurs interviennent d'une certaine manière pour stimuler les groupes. Mais l'intervention, elle est très courte. Elle n'est pas dérangeante, sinon qu'elle essaye de donner de la stimulation pour que les groupes continuent dans sa voie. Et ça, on peut appliquer pas seulement au groupe, mais on peut appliquer ça à niveau individuel et aussi institutionnel. Ça veut dire intervenir de telle manière qu'ils puissent donner de la force aux gens pour suivre son projet. Ça veut dire que c'est une intervention qui aide au développement de la personne, du groupe, de l'institution. Et c'est une intervention qui ne prend pas de la place, ou prend de la place minimum. C'est comme si un professeur s'intéresse à la parole des étudiants et à ce moment-là, il intervient très peu pour stimuler les interactions des étudiants. Tu vois? Là, c'est quelle différence avec la non-directivité classique de la dynamique de groupe? Là, il y a une intervention, disons, il y a une intervention d'une personne nommée contacteur pour donner de la force. Mais par rapport à, disons, à la non-directivité intervenante, tu dis? Non, de la dynamique de groupe classique. Non, mais par rapport à la dynamique des groupes classiques, je ne sais pas si on peut parler de dynamique des groupes classiques, parce que je vois qu'il y a beaucoup de dimensions dans ça, mais disons, il y a des groupes où il y a la personne qui est en charge du groupe, n'intervient pas du tout, comme dans les groupes T, les T-groupes, et il y a des autres groupes où la personne intervient beaucoup, trop. Et là, il y a un côté, disons, directif, non? D'accord, mais si tu appelles tout ça dynamique de groupe, en fait, effectivement, il y a des pratiques qui sont très différentes les unes des autres. Oui. Toi, ton système, c'est une des formes de la dynamique de groupe, alors? C'est comme ça que tu le vois ou oui, moi j'appelle mon travail un groupe de développement personnel, un groupe de rencontres. J'emploie beaucoup l'expression dynamique de groupe parce que c'est un concept énorme, très vaste. Et quand quelqu'un parle de ça, je ne sais pas de quoi on parle, tu vois. Et je pense que d'une manière spécifique, on peut parler des interactions entre les gens du groupe et les interactions des gens avec la personne qui est en charge du groupe. Non? Mais je n'utilise pas du tout l'expression dynamique du groupe, mais bon, parce que oui, tout on peut dire. Ça me fait penser à, quand tu parles des interactions, est-ce que tu articules les interactions avec les dispositifs? Je vais te dire pourquoi. Parce que
à partir de la pédagogie institutionnelle, et même à partir de la pédagogie freinée, on se rend compte qu'il y a une espèce de balancement permanent, et j'aimerais bien en parler avec Charles Pépin, machin, demain, entre les interactions et les dispositifs. C'est-à-dire que soit on répond au fonctionnement de la classe, mettons, par les dispositifs, comme le fait l'analyse institutionnelle, qui parle toujours de dispositifs, soit on parle des interactions, et à ce moment-là, on porte l'attention justement sur les éléments proches de la dynamique de groupe dans le cadre scolaire, quoi. Et moi, il me semble, c'est une grosse bagarre entre les interactions et les dispositifs, et moi, il me semble qu'il faut trouver une relation dynamique et presque dialectique entre les interactions et les dispositifs, et que c'est ça, ce jeu entre interaction et dispositif, qui serait un peu la clé de toutes les formes de dynamique de groupe. Comme on dit, je réfléchis en parlant. Hein. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est parce que oui, tu me parles des groupes et de la diversité des groupes. Et je me dis que ce problème de la relation entre interaction et dispositif que j'ai rencontré très très souvent dans le cadre scolaire, en fait, peut-être qu'on pourrait le résoudre à travers des différentes formes de dynamique de groupe, entendu au sens large, comme tu dis. Oui, oui, je suis vraiment étonné de cette différence que tu fais entre dispositifs et des interactions, parce que pour moi, les dispositifs, c'est l'ensemble des choses que j'ai fait quand je suis dans un groupe. Disons, il y a des concepts clés qui font l'orientation de mon action. Un concept clé, c'est structure ouverte et dynamique. Ça veut dire qu'au début d'un groupe, les contacteurs proposent, dans un certain cadre, dans un certain contexte, il y a des propositions pour que les groupes puissent commencer à interagir. Ce sont des propositions dans la direction du désir. Et avant ça, il y a la lecture des désirs. Non? Ça veut dire que les contacteurs ont une certaine vision de ce qu'il passe dans les groupes, comment les gens se sentent, et à partir de ça, il fait une proposition. Alors tout ça, l'ensemble des concepts, l'ensemble disons, des actions qui composent le rôle du contacteur, c'est le dispositif. J'arrive pas à comprendre la différence entre les dispositifs d'un côté et de l'autre part les interactions, mais peut-être c'est intéressant si tu peux abonder sur ça, parce que pour moi ça m'intéresse beaucoup. Alors, moi je ne comprends pas que tu ne comprennes pas. Ah, c'est intéressant ça. Parce que en gros, il me semble que là, je reparle de choses qu'on connaît tous les deux, c'est-à-dire l'analyse institutionnelle. Un des éléments qui fondent le début de l'analyse institutionnelle, c'est justement de dépasser ce qu'on n'appelle pas encore les interactions, mais les relations duelles, disons. De dépasser la relation d'inégalité et de pouvoir entre le psychanalyste et son patient. Il ne faut pas oublier que l'analyse institutionnelle démarre fondamentalement sur une critique de la psychanalyse, mais par des gens qui sont, je ne dis pas tous en psychanalyse, mais quand même, soit qui la pratiquent, soit qui l'ont vue, soit qui l'ont fréquentée. Et donc, pour sortir de cette relation duelle, historiquement, il y a deux possibilités.
ce qui s'est passé, d'abord, c'est une question, c'est un événement social. C'est mai 68. C'est mai 68 qui a permis à Louraud de développer, enfin de produire la notion d'analyseur. C'est-à-dire un analyseur, c'est quelque chose qui se passe dans la société et auquel on ne s'attendait pas et qui révèle quelque chose, qui permet de produire un sens nouveau. À partir de là, cette critique des interactions psychanalytiques, elle se manifeste sous des formes d'organisation, et c'est ça qu'on appelle le dispositif. Le dispositif dans l'histoire de la psychanalyse, c'est moi qui fais des lapsus, dans l'histoire de l'analyse institutionnelle, c'est vraiment l'alternative à la relation duel. Et c'est pour ça, ça c'est le premier point où il y a une opposition une opposition totale, où le dispositif devient la correction du manque à penser des